Tout d'abord, je tiens à remercier, les organisateurs, d'avoir accepté ma communication et je prie également les participants de m'excuser de ne pas avoir, transmis mon texte, en amont et puis, pardon également, pour potentiellement le bug, informatique tout à l'heure durant la communication de Martin, Wainwright. Ma présentation va porter sur les enjeux liés à la notion d'élection au sein d'un mouvement religieux autochtone localisé dans une région de Sibérie méridionale, appelée aujourd'hui la République de l'Altaï. Euh, donc, lors de son apparition au début du XXe siècle, ce millénarisme messianique est nommé bourkhanisme dans l'ethnographie russe, du nom de la divinité nouvellement vénérée, Burkhan. Dans la langue vernaculaire, il prend le nom d'Artiang, la manière de faire blanche. À cette période, les pratiques chamaniques altaïennes se voient concurrencées par le bouddhisme tibéto-mongol, propagé par des moines itinérants, et surtout par l'orthodoxie des missionnaires russes. Le bourkhanisme est le fruit d'un dialogue entre ces différents courants religieux. Il va fédérer ses adeptes autour du rejet de la christianisation et de la colonisation russe, mais aussi des pratiques chamaniques qui sont dès lors nommées Karatiang, la manière de faire noir. La région montagneuse de l'Altaï est alors présentée comme un paradis au sein duquel l'envoyé de la divinité Burkhan apparaîtra, qui délivrera les adeptes burkhanistes du joug de l'emprise russe, de l'Empire russe. Pardon. Réprimé au même titre que toute religion durant la période soviétique, le mouvement renaît localement au tournant du nouveau millénaire. Le néo-burkhanisme conserve une profonde dimension millénariste dans la mesure où l'Altaï est appelé à être le lieu sur Terre épargné des catastrophes qui la menacent. Les adeptes contemporains se présentent comme les gardiens d'un savoir religieux universel qu'ils ont pour mission de diffuser, notamment au moyen des nouvelles technologies. Toutefois, seuls certains d'entre eux, désignés par le leader du mouvement, possèdent les capacités de recevoir ce savoir, transmis par les entités spirituelles. Les questions que je me pose concernent la manière dont la notion d'élection est pensée et mise en acte dans le burkhanisme originel et dans le mouvement recréé, en quoi ces mises en acte diffèrent et dans quelle mesure le contexte sociopolitique y joue un rôle. Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, je m'appuie sur des enquêtes de terrain en Altaï et sur un travail d'archives. Je propose de débuter par l'analyse de la notion d'élection dans le domaine altaïen avant l'apparition du burkhanisme, c'est-à-dire dans l'examen de sa mise en acte dans le chamanisme. Les sources du XIXe siècle nous apprennent que seuls les chamans sont les personnes élues au sein de la société kalmouk, du nom donné par les Russes aux éleveurs autochtones dans l'Altaï à cette époque. Les kalmouks sont organisés en clans exogames patrilinéaires avec à leur tête des chefs de clan dont le pouvoir est héréditaire. Les clans n'entretiennent pas particulièrement de liens entre eux autres que l'échange des femmes, et il n'existe pas parmi les kalmouks de sentiment d'unité nationale. La manière dont l'élection des chamans est manifestée se dit Teus Basitiat, ce qui signifie littéralement l'esprit écrase. Cet esprit Teus est généralement présenté comme l'esprit ou un ensemble d'esprits des ancêtres chamans du néophyte qui viennent le tourmenter. Cette crise qualifiante, qui s'exprime par des fuites en forêt, des pertes de connaissance ou des crises d'épilepsie, est le signe extérieur de l'élection. Les Teus tourmentent la personne jusqu'à ce qu'elle accepte de leur succéder et prenne ses fonctions au sein du clan. Dans une société patriarcale relativement structurée, où la place de chacun est précisément déterminée par l'ordre de naissance, l'humilité et la discrétion sont de mise et toute mise en avant de la personnalité est perçue comme une remise en cause des ordres social et cosmologiques. Donc la chance à la chasse, le croix du bétail d'une personne, sa force ou encore son talent personnel sont dits d'être dus aux esprits et ces derniers peuvent retirer leurs bienfaits, voire punir si l'on s'en vante trop. Les chamans sont au contraire pressés d'avoir un comportement et une relation aux esprits très personnalisés. L'élection par les esprits peut alors se comprendre comme le fruit d'une tension entre la nécessité de se soumettre à l'ordre hiérarchique et les velléités d'indépendance individuelle. Cette lecture est notamment proposée pour expliquer
l'existence de femmes chamanes dans un monde surtout dominé par les hommes. En 1904, un berger du nom de Chet Chelpan et sa nièce voient un cavalier vêtu de blanc leur annoncer l'avènement prochain du règne d'Oirotran, l'envoyé sur terre du Burhan blanc. Burhan est un terme mongol qui signifie à la fois Bouddha, divinité, représentation. L'émissaire leur impose de transmettre au reste de la population autochtone l'injonction de prier ce nouveau dieu. Parmi les autres préceptes énoncés par le cavalier aurait figuré l'abandon du chamanisme dont, je cite, « les tambours, cris frénétiques et rituels sont contraires à la dignité du dieu ». Il aurait aussi exigé la destruction des objets de ce culte, les tambours, les supports d'esprit, les constructions rituelles, ainsi que l'arrêt des sacrifices sanglants qui offensent Dieu. Selon un ethnographe présent sur place au printemps 1904, Chet Chelpan est rapidement devenu l'équivalent d'un prophète. Il aurait contraint les chamans à transporter de lourdes pierres en raison du fait qu'ils sont, je cite encore, les plus pécheurs de tous et séduisent le peuple. En outre, la venue du Messie Oirot sauvera les autochtones du joug des colons russes et les préservera d'une fin du monde imminente. Il faut dire que depuis l'abolition du servage en Russie en 1861, les autochtones font face à des vagues de colons de plus en plus importantes. Par ailleurs, la christianisation, initiée dans la première moitié du XIXe siècle, bat son plein. Se voyant dépossédés de leur pâturage, relégués toujours plus loin dans les montagnes pour les uns, sédentarisés pour les autres, ne recevant pas de suite à leurs plaintes de la part du pouvoir russe, les autochtones de l'Altaï accueillent le mouvement messianique avec enthousiasme. Très rapidement, plusieurs rassemblements ont lieu qui mènent à une répression de la part du pouvoir russe et à l'arrestation de Chet Chelpan. Au cours des rassemblements, le territoire autochtone, l'Altaï, est appréhendé non seulement comme une terre d'élection, puisque c'est le lieu où devra apparaître l'envoyé de Burhan, mais également comme une divinité à part entière. La région est perçue comme une forteresse protectrice où les convertis à ce nouveau mouvement religieux pourront vivre en paix, dans l'abondance, auprès de leurs ancêtres. Les adeptes du nouveau mouvement se perçoivent aussi comme des élus. Ainsi, en mai 1905, selon le rapport de l'adjoint du procureur missionné en Altaï, les disciples du mouvement auraient déclaré « Ceux qui vénèrent Burhan resteront vivre en Altaï sous l'autorité d'Oirot, ceux qui ne vénèrent pas seront ligotés et envoyés en Souyachi, littéralement en décomposition, un lieu où les fleuves se jettent dans la mer. » Plus loin, ce sentiment se précise chez les adeptes que rencontre l'adjoint. Seuls les Kalmouks peuvent prier Burhan, qui seront dès lors libérés du tsar blanc, le tsar russe, et de ses fonctionnaires. Enfin, selon l'acte d'accusation de septembre 1905, Chet Chelpan aurait annoncé que les Altaïens ne faisant pas allégeance au mouvement seraient damnés et disparaîtraient dans une tempête, au même titre que les Russes. Dans les hymnes qui seront notés au cours des années 1920, cette notion d'élection, mêlée au sentiment anti-russe, se manifeste également par le témoignage de la pureté du destin des adeptes. Donc la notion d'élection, les idées de pureté, de péché et de damnation évoquées peuvent faire référence au christianisme. Elles sont corroborées par l'annonce du châtiment des autochtones qui ne se conformeront pas aux préceptes énoncés, et des Russes qui ne peuvent adhérer au burhanisme en raison de leur altérité. En son temps, l'explorateur Grigori Potanin voyait déjà dans les thèmes eschatologiques burhanistes les effets du christianisme orthodoxe véhiculé par les vieux croyants et les missionnaires. Il faut dire que lorsqu'émerge le burhanisme en 1904, cela fait presque 2 siècles que les autochtones altaïens côtoient les vieux croyants. Ces premiers émigrés russes se sont représentés l'Altaï comme une terre d'élection, dans le sens où certains y voyaient le Bielavodier, ce mythique royaume des eaux blanches du folklore russe, contrée fabuleuse où le miel se trouve en abondance, terre d'accueil des pieux chrétiens où coulent des rivières de lait, où la terre est fertile et généreuse, où n'existe ni tribu ni répression religieuse. Cette description correspond parfaitement au paysage que ces paysans dévots ont pu découvrir. Au beau milieu de verdoyantes steppes, riches et fertiles, s'élèvent des montagnes blanches aussi hautes que le ciel, d'où jaillissent en multitude des torrents couleur crème. L'une de ces rivières porte même le nom d'Ak-Kem, ce qui signifie dans la langue locale la rivière blanche. Il n'est pas non plus rare d'entendre les autochtones parler métaphoriquement de lac de lait. L'Altaï devient donc pour les vieux croyants synonyme de paradis terrestre. La région est si attrayante que des milliers de schismatiques en prendront la direction.
Les sources concernant cette partie reculée de l'Empire russe demeurent cependant lacunaires, et l'idée d'une reprise de cette perception de l'Altaï par les autochtones, ainsi que de la notion d'élection ou de peuple élu, qui deviennent des éléments centraux dans le bourhanisme, n'est en l'état de mes recherches que pure spéculation. Mais les enjeux de l'adoption de telles représentations sont quant à eux bien réels. Comme je l'ai mentionné, au début du XXe siècle, les autochtones de l'Altaï ne sont pas encore organisés en tant que peuple uni. La dénomination générale de Kalmouk leur est imposée par le pouvoir russe dominant, tandis que les autochtones ne se reconnaissent entre eux qu'à travers leur appartenance à un clan. Le messianisme millénariste du bourhanisme invite à cette union nationale par-delà les clans et face à ces autres que sont les Russes. Il peut alors être compris comme le germe de l'unité de ceux qui deviendraient bientôt, via la politique des nationalités de l'Union soviétique, des Altaïens. On retrouve alors ici ce que Georges Balandier décrivait à propos du messianisme Bakongo, à savoir, je cite, que les mouvements messianiques impliquent en même temps émancipation religieuse et éveil nationaliste. Le contexte, caractérisé par la nature inégale des rapports entre autochtones et Russes, par l'action missionnaire mal ajustée, l'insécurité, l'incapacité politique, et par la compétition pour le pouvoir entre chefs de clan désormais élus par l'administration russe et chefs de clan héréditaires, par la compétition entre chamans et missionnaires, tout ceci fait du bourhanisme un catalyseur qui révèle les tensions en présence et permet de l'inscrire au sein d'un ensemble plus large de mouvements millénaristes en Russie, en Mongolie ou ailleurs à la même période. Depuis la fin de la période soviétique, les Altaïens renouent avec les pratiques considérées comme traditionnelles, le chamanisme et le bourhanisme. Ils se tournent également vers quantité de courants religieux importés, le bouddhisme, les christianismes orthodoxes et évangéliques, et les mouvements New Age. Le choix d'une religion nationale qui servirait de point d'appui à la construction d'une identité altaïenne en pleine reconfiguration depuis la chute de l'URSS est de nos jours un enjeu fondamental pour l'intelligentsia locale. Principalement reconstruit à partir de l'ethnographie et des savoirs religieux transmis oralement au sein du cercle restreint de la famille durant l'ère communiste, le chamanisme et le bourhanisme contemporains sont également matinés de New Age russe, une mouvance qui associe de supposées traditions slaves orthodoxes et techniques de développement personnel. Ces dialogues religieux justifient, pour moi, les caractérisations de néo-chamanisme et de néo-bourhanisme. Alors que le néo-chamanisme altaïen est marqué, comme son prédécesseur, du sceau de l'individualité et de l'originalité de chacun des chamans, le néo-bourhanisme ressurgit quant à lui en tant qu'organisation religieuse. L'organisation en question reprend le nom originel du mouvement Artyang. Bien qu'elle ne fédère qu'une petite partie des Altaïens, l'organisation fonctionne en réseau dans plusieurs villages de la République, tend à harmoniser les pratiques des spécialistes rituels sous l'égide d'un seul leader. Celui-ci, d'ailleurs, est le seul élu des esprits, tandis qu'il nomme les autres spécialistes rituels du mouvement. Un trait particulièrement intéressant d'Artyang, ou de ce néo-bourhanisme, concerne la présence de femmes auxquelles est attribuée la capacité de recevoir des informations de la part des entités spirituelles. Les femmes notent ces informations lorsque ce sont des textes, notent ces messages via la technique de l'écriture automatique ou du channeling, puis elles les diffusent ensuite à travers tout le mouvement et sur les réseaux sociaux. Pendant 2 jours, j'ai été présent de manière sans vidéo durant le symposium, et vous avez pu voir aussi que l'image qui illustrait ma présence était un tapis brodé qui représente justement également une de ces informations transmises sous forme d'images à ces femmes qui peuvent broder ces informations sur des tapis de feutre. Revenons au texte. Ceux-ci sont parfois chantés lors des rituels et ils mettent aussi en avant l'Altaï.
En effet, dans les discours des néo-bourhanistes, euh, le territoire administratif de la République est à la fois divinisé et sacralisé, et envisagé comme connecté à des forces cosmiques. Les néo-bourhanistes disent avoir un rôle à jouer dans la préservation de l'Altaï en tant qu'espace sanctuarisé, dans le maintien du lien avec les entités terrestres et extraterrestres via l'organisation régulière de rituels. Ces derniers contribueraient à la préservation de l'équilibre universel et de la vie sur Terre. Les néo-bourhanistes présentent donc leurs activités religieuses comme une responsabilité. Ils tentent par ailleurs à mener une vie exemplaire dans leur village, ravagé par le chômage et l'alcoolisme. Même s'ils ne le mentionnent pas explicitement, ils se perçoivent comme des élus. Le sens de responsabilité et d'exemplarité donné à la notion d'élection rejoint la manière dont est présentée l'élection du peuple juif dans la Bible, à savoir qu'il doit être un exemple pour les autres nations. Bien qu'une telle référence ne m'ait pas non plus été explicitement formulée, les néo-bourhanistes affirment sans problème fréquenter les églises évangéliques de la République et y puiser des idées. Est ainsi fréquemment aussi mentionnée la présence de l'arche de Noé sur l'un des sommets altaïens. Leur responsabilité s'appuie sur la diffusion d'une vision eschatologique du monde, elle-même fondée en partie sur un discours écologique lié aux enjeux contemporains tels que la destruction de la nature et de la biodiversité. L'Altaï fait partie des rares régions de Russie à être demeurée vierge de toute industrie durant la période soviétique. En outre, bien qu'ayant une frontière commune avec la Chine, celle-ci demeure fermée. L'Altaï ne connaît donc ni forte immigration de la main-d'œuvre chinoise, ni l'exploitation et l'exportation vers la Chine de ses ressources naturelles, comme c'est le cas d'autres régions frontalières de Sibérie. Je précise à propos de la Chine que les légendes altaïennes présentent la venue des Chinois en Altaï comme un signe de la fin des temps. L'industrie du tourisme florissante est également vue comme une menace. Au-delà des promesses d'une nature préservée, elle s'appuie aussi sur la représentation qu'a donnée de l'Altaï le peintre mystique russe Nicolas Rérir. Ce dernier y situe le royaume légendaire de Shambhala du bouddhisme tibétain, invisible aux non-initiés et généralement localisé au cœur de hautes montagnes enneigées. Donc Nicolas Rérir a confondu Maitreya, le Bouddha des temps futurs, avec la divinité Burkhan et identifié son messager Oirot à Rigden Djapo, le roi du pays mythique et futur vainqueur des ennemis du bouddhisme, qui, comme le dit Dani Savelli, dispensera les qualités paradisiaques de son royaume dans le monde entier. Notons aussi que Rérir s'appuyait lui-même dans sa doctrine sur la légende du royaume des eaux blanches, des vieux croyants, précédemment évoquée. Donc, ainsi, nombreux sont ceux qui se rendent aujourd'hui en Altaï avec l'espoir d'y déceler un berceau de l'humanité, un nouvel Eldorado, un paradis sur Terre, qui voit une sorte d'arche de Noé du futur, le seul lieu de la planète qui échapperait aux catastrophes naturelles à venir. Et donc, toutes ces visions sont également dispensées dans le néo-bourhanisme. Vous m'excuserez de ne pas entrer davantage dans les détails du contenu des textes néo-bourhanistes, où se trouvent mentionnés ces différents éléments, où l'épouse théosophe de Nicolas Rérir fait aussi partie des esprits qui transmettent les informations aux femmes médiums, où le savoir ésotérique se trouve mélangé à un savoir scientifique hérité de la période soviétique. L'ensemble de ces éléments permet néanmoins aux adeptes néo-bourhanistes de donner légitimation à leurs prétentions. Je termine avec l'idée que dans une certaine mesure, l'élection demeure avant tout chez les autochtones de l'Altaï synonyme de contrainte, et sa mise en acte est systématiquement tributaire du contexte dans lequel elle s'exprime. Le futur chaman ne veut pas de la responsabilité qui lui incombe de servir les siens. Les bourhanistes ont vu dans l'élection l'unique moyen de surmonter les divisions interclaniques et d'établir les fondements d'une unité ethnique. Les néo-bourhanistes se sentent investis de la mission de fournir des réponses éco-spirituelles et morales aux habitants d'un monde globalisé perçu comme décadent. Dans un sens, l'élection dans l'Altaï figure aussi comme une réponse à des champs d'insécurité dans des contextes de transition, et là je pense plus particulièrement aux périodes de la colonisation de l'Altaï et de la chute de l'URSS. Finalement, l'élection est également une protestation
une manière de se révolter contre l'ordre dominant, tout en manifestant la volonté de ne pas être laissé pour compte. Dans le contexte de la Russie contemporaine, l'équilibre à maintenir est néanmoins fragile entre la crainte de paraître non civilisé pour les autochtones, la revendication de leurs droits et l'engagement écologique. Un mouvement religieux tel que le néo-bourkhanisme, qui prône un mode de vie exemplaire ancré dans la tradition et qui offre une lecture des enjeux globaux, est en ce sens une réponse adaptée. Il fait également figure de miroir aux élus du christianisme évangélique, qui fournit lui aussi localement sa lecture du monde. Désormais, la question en suspens est de savoir dans quelle mesure la jeune génération demeure sensible à ces enjeux identitaires et religieux et comment elle se les approprie. Et ce sera ma phrase conclusive. Je vous remercie.